Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Runix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room. Aujourd'hui, c'est à Valence, en Espagne, qu'on tourne ce nouvel épisode. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le premier Français du marathon de Valence qui vient de réaliser 2 heures, 5 minutes et 43 secondes. Il s'agit évidemment de Mehdi Frère. Alors, salut Mehdi, comment tu te sens après ce chrono monstrueux et est-ce que tu es encore sur ton petit nuage ? Salut Quentin et bonjour à tous les auditeurs. Alors, comment je me sens ? Effectivement, je crois que je réalise pas encore. Je suis encore sur mon petit nuage. J'ai pas encore la douleur du marathon qui est arrivée dans les jambes. Là, c'est juste, là, j'ai un rêve éveillé là. Alors, on va évidemment revenir en détail sur ce marathon. Mais avant de commencer, déjà, merci à toi de t'être libéré et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour la petite présentation, tu as 27 ans, tu es sportif de haut niveau à la garde républicaine. C'est ça. Tu as 7 sélections en équipe de France senior, dont la dernière qui remonte à octobre pour les championnats du monde de course sur route à Riga. Exact. Ton ancien record a été établi ici même, à Valence, il y a 3 ans, et tu avais fait 2 heures, 8 minutes et 55 secondes. Comme dit avant, on va faire donc, dans un premier temps un retour complet sur le marathon. On va ensuite parler un petit peu de tout ce qui est de la préparation que tu as mis en place pour réaliser ce chrono-là. Et enfin, on va parler de la vie d'athlète de haut niveau, des sponsors, de Adidas notamment, et de tout ce qui est matériel. Ok, ça roule. Alors, t'es bien installé, ça va ? Très bien installé, tout roule. Alors, revenons sur la course d'aujourd'hui. Ça fait quoi de voir ce chrono s'afficher à la fin de la ligne droite ? Franchement, c'est des sensations que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie. Quand tu arrives sur le tapis bleu d'un marathon et que tu vois le chrono dont tu as toujours rêvé et que là, tu te rends compte que tu l'as fait enfin après des années de travail, parce que c'est pas juste quelques mois de préparation, c'est des performances qui se construisent parfois sur plusieurs années. C'est des sensations de fou, c'est un shot d'adrénaline, on sent plus son corps, on a l'impression de voler. Franchement, c'est un truc de malade, vraiment. Alors, on nous a justement vu à l'arrivée crier de joie. Tu peux le dire, enfin, tu l'as fait ? Ouais, c'est ça. En fait, ça a été la libération et un énorme soulagement. Enfin, voilà, c'était une frustration qui avait été accumulée depuis l'Olympiade précédente, où j'ai toujours eu la sensation de m'être fait voler ma première Olympiade. Et là, je me dis, j'ai fait un grand pas vers la suivante et vers Paris 2024, qui est le rêve de toute notre génération. Donc, ouais, c'est un soulagement incroyable et puis une émotion de dingue. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais avant, tu bats aujourd'hui ton record de 3 minutes. C'est ça, oui. Comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, c'est passé et les autres fois, c'est pas passé ? Je sais pas. Honnêtement, je suis arrivé sûr de ma force aujourd'hui. La préparation a été parfaite. J'en rigolais même avec mes amis. Je me disais, il va y avoir un problème, c'est pas possible. Tout s'est trop bien passé jusqu'à maintenant. Pas eu le moindre pépin. Les séances sont passées comme on le voulait, au moment où on voulait. Toute l'année avait été orientée en direction de cet objectif-là. Et c'était la seule et unique course qui comptait vraiment dans cette saison. Et donc ouais, j'avais construit vraiment ma saison sur cet objectif. Donc j'étais monté en puissance pour le marathon de Valence. Donc pourquoi est-ce que les années précédentes sont pas passées ? Parce que j'avais fait des erreurs dans l'entraînement avec ma semaine à 300 km sur la précédente tentative l'année dernière qui m'avait coûté un tendon d'Achille à quelques semaines de l'échéance. La fois d'avant, je manquais peut-être d'expérience aussi, où j'étais encore un peu plus jeune, un peu moins mature. Donc il y a l'âge, il y a les marathons qui commencent à s'accumuler. C'est peut-être cette accumulation de facteurs qui font que cette fois-ci, enfin, après plusieurs tentatives de passer vers les 2h06, c'est enfin passé, ouais. Ouais, parce que ce que je disais avant, tu as seulement 27 ans pour un marathonien, c'est quand même jeune. Tu as encore de belles années devant toi. Faire 2h05 à cet âge-là et puis surtout battre ton record de cette manière-là, c'est motivant aussi pour la suite. C'est ça. Et puis, c'était un plan de carrière. Après, j'avais orienté ma carrière très jeune sur le marathon pour arriver au meilleur de ma forme, au meilleur de mes performances sur le marathon avec déjà beaucoup d'expérience. J'avais tout fait pour arriver vers la trentaine avec au moins une dizaine de marathons à mon actif, avec déjà des grosses performances pour arriver dans les années où je pourrais être médaillable sur un gros championnat international, type européen ou pourquoi pas finaliste mondial. Donc, ouais, ça a été construit là-dessus. Je me rappelle plus de la question. Pas de souci. Non, c'était plus...
Maintenant, je veux plus passer sur le côté de aujourd'hui. Donc, tu as 27 ans. Tu es maintenant le meilleur marathonien français de cette année. Tu as le meilleur temps cette année en France. Il y a quelques années en arrière, quand tu étais dans les effectifs jeunes, tu n'as pas forcément été le meilleur jeune de ta génération. Aujourd'hui, tu es clairement numéro 1 dans ta génération et puis numéro 1 français aujourd'hui à Valence. Comment tu gères ça un petit peu ? C'est quelque chose que j'avais toujours espéré, mais avec quand même pas mal d'incertitudes quand j'étais plus jeune. Enfin, j'espérais atteindre ce niveau-là un jour sur marathon. Mais effectivement, je partais avec un petit peu moins de chance que les autres. Ceux qui connaissent un peu l'athlétisme savent que j'ai pas de qualité de vitesse. J'ai beaucoup moins de qualité en cross-country que d'autres athlètes qu'on connaît un peu plus. Mais ma seule qualité, c'était de juste travailler dur et encaisser les entraînements. Donc moi, j'ai juste misé là-dessus. Et puis là, je me retrouve numéro 1 français cette année sur marathon. C'est une responsabilité assez lourde à porter en vrai, que je réalise pas encore, je pense. Mais après, c'est un objectif que je m'étais fixé il y a déjà longtemps. J'avais déjà annoncé il y a plusieurs années qu'un jour, je serais dans le top 3 français sur marathon et à moyen terme. Et je l'avais dit à la fédération quand ils m'ont pas sélectionné à Tokyo, je leur avais dit mais je serai le numéro 1 français bientôt et vous devrez faire avec. Et c'est enfin arrivé, j'ai travaillé pour et des fois le travail paye. Et tu dis justement que de base, tu n'es pas forcément le meilleur en termes de vitesse. C'est pour ça que tu as axé aussi toute ta préparation estivale sur des distances bien inférieures sur piste, que ce soit du 1500 mètres, du 5000 mètres, pour travailler un petit peu ça. Exactement. On a pris le parti que pour progresser sur marathon, j'avais besoin d'avoir plus de marge de manœuvre, en gros, à des vitesses élevées, en dessous de 3 minutes au kilomètre. Donc j'avais besoin d'avoir une plus grosse VO2 max et une plus grosse VMA. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé spécifiquement le 1500 mètres en début de saison, en début de préparation, ce qui devait être le début de ma préparation pour Berlin, même si les plans ont un petit peu changé en cours de route. Donc on a accès à la préparation sur le développement de la VO2 max pour avoir une plus grosse amplitude d'allure et pour pouvoir être plus à l'aise sur des allures élevées, pour pouvoir atteindre des vitesses, pour aussi passer ce cap qui m'avait manqué les années précédentes, pour passer sous les 2h06. Ouais. Et au final, aujourd'hui, tu fais ton dernier kilomètre en 2h45 en 2h45, ouais, quelque chose comme ça. Donc j'ai fini par avoir de la vitesse de marathonien. On va rester quand même, mais c'est quand même pas mal, ouais. Il y a du progrès. Ouais, après 42 bornes, réussir à finir aussi fort, c'est costaud. C'est l'adrénaline, je pense, et puis c'est aussi l'enjeu là auquel j'ai pensé dans le dernier kilomètre, où je me suis dit très 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 fort, je ne me ferai pas voler 2 fois. Voilà, ça aide. Et au final, ta course, quand on décortique un petit peu au niveau des chronos, tu passes 29,42 au 10, 1h2,54 au semi. C'est au final une course plutôt régulière. C'est une course absolument parfaite dans les allures, parce que je crois qu'on doit faire 1h2,54 le premier semi, 1h2,49 le deuxième, il me semble. Donc les lièvres ont bien fait leur travail, ils n'ont pas tenu jusqu'au 30e kilomètre, mais le travail qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Et ensuite, on était un groupe conséquent, ce qui aide beaucoup. Et puis, on va à Valence pour ça, pour avoir une densité qui nous permet d'avoir des allures régulières. Et puis, on sait qu'on va avoir les allures qu'on demande et qu'on va avoir la course pour faire des performances. Et justement, la concurrence, dans la ligne droite, il y avait Nicolas Navarro, oui. Qui visait lui aussi, forcément le super chrono, son record personnel, et qui visait en quelque sorte aussi un petit peu le record de France. Ça te fait quoi d'être au duel au final avec l'un des meilleurs marathoniens français qui existent ? C'est ce qui rend notre sport actuellement ultra excitant, c'est qu'on a une densité folle, et puis se retrouver contre les meilleurs Français au meilleur de leur forme le jour J, et puis de matcher avec eux, déjà ça donne une toute autre saveur à la course. Et puis arriver au sprint avec, et puis réussir à le décrocher, je réalise quand même que c'est le 12e aux Jeux Olympiques, ouais. Et que lui aussi venait pour la place de premier français, donc on n'y a pas forcément pensé l'un l'autre pendant la course. Je ne sais pas s'il se focalisait sur moi, je ne pense pas. Et moi non plus, j'essayais de pas trop penser à ça pendant la course, d'abord faire sa propre course, et ensuite à la fin, s'il reste de la lucidité, voir s'il y a match ou pas. Donc ça a donné un certain sel, une certaine saveur aussi, un petit peu de suspense, un petit peu de comment dire, et puis de motivation, un surplus de motivation à la fin, ouais, voilà. Au final, maintenant qu'on connaît ton chrono, de base, avant même de prendre le départ,
tu avais un objectif de temps. Est-ce que tu te pensais capable de faire le chrono que tu as fait aujourd'hui? Oui. Ça, Oui. c'est net. Là, c'est net, oui, je le savais. On avait travaillé pour. En fait, ça fait 3 ans qu'on travaille avec un ami à l'entraînement pour que j'assimile les allures de 58 au kilo sur un marathon. Il y a 3 ans, je faisais déjà des tests de 30 km sur ces allures-là. Quand on regarde l'an dernier, il y avait un reportage d'un média concurrent où je parlais déjà des allures et des objectifs chronométriques que j'avais, des séances que je faisais pour cet objectif-là. Oui, j'étais certain aujourd'hui d'être capable de courir de 58 au kilo pendant 42 km. J'étais certain d'être capable de faire 2h05. Après, il fallait que les planètes s'alignent. Et pour une fois, elles se sont alignées. Et là, au final, tu es à 20 secondes du record de France. C'était dans un coin de ta tête aujourd'hui ou pas forcément, ça, pour le coup? C'est comme la place de premier français. On y pense, on le met dans un coin de sa tête, on se concentre d'abord sur sa course et puis s'il reste de la lucidité à la fin, on voit ce qu'on peut aller chercher. Donc effectivement, je savais que ça allait être juste. Je regardais les temps de passage, je me disais qu'il fallait pas trop que je me focalise là-dessus. Et au final, je pensais plus limiter la casse vu qu'on était sur des allures très élevées à la fin. Je vois que j'arrive encore à accélérer. Donc je me dis que dans d'autres circonstances, en allant un tout petit peu plus vite, il sera jouable. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement pensé plus que ça et je l'avais pas visé plus que ça. Mais ce sera un objectif à coup sûr pour les prochaines années. Donc quand tu vois comment tu arrives à finir, tu te dis qu'il y a vraiment moyen de chercher encore mieux. Il y a encore une petite marge. Alors, on t'a vu aussi avec la nouvelle Adios Pro Evo 1 au pied, Oui. qui est une chaussure ultra légère. Elle fait 138 grammes, donc beaucoup plus légère que la Adios Pro 3 que tu mettais auparavant. Est-ce que pour toi, tu penses que ce modèle-là, la légèreté de ce modèle-là, t'a permis aussi de t'aider aujourd'hui dans la course, de pouvoir tenir peut-être plus longtemps, d'avoir, je sais pas, ton ressenti par rapport à ça? Alors, il faudrait que je fasse d'autres tests à l'entraînement pour comparer le modèle Pro 3 et le Evo 1. Néanmoins, aujourd'hui, je les avais au pied et j'éclate mon record et je fais la course que j'avais envie de faire. Donc, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais je pense quand même qu'on a un début de piste. Effectivement, je pense que c'est des chaussures qui sont exceptionnelles. C'est peut-être les meilleures que j'ai jamais eues au pied. Les sensations avec étaient folles. Donc voilà, extrêmement satisfait du produit qui était proposé. Bon, on va en revenir plus tard sur la chaussure. J'ai une question parce qu'on a eu beaucoup de retours à ce niveau-là. Tu as couru pieds nus. Oui. Est-ce que on a eu beaucoup de retours dans des personnes qui me disaient mais pourquoi si tu n'avais pas de soucis, enfin voilà. Tu peux leur répondre? Alors, je peux leur répondre, je ne vous conseille pas de courir pieds nus. C'est une habitude que j'ai l'habitude de le faire. Ne faites pas ça chez vous. Je finis en général avec les pieds en sang. Mais c'est parce que j'aime beaucoup avoir les chaussures extrêmement serrées aux pieds. J'aime avoir la sensation que ça ne fait qu'un seul bloc. Et simplement, j'ai pas spécialement la place de mettre des chaussettes quand je prends vraiment limite ma pointure, quoi. Donc voilà, pas trop la place de mettre des chaussettes, sinon ça allait être un peu trop. Et j'ai l'habitude de le faire, donc j'ai l'impression d'avoir de meilleures sensations avec. Voilà, que le pied fasse corps avec la chaussure, mais c'est pas conseillé à tout le monde. Oui, c'est sûr que c'est pas des pointes non plus, donc c'est un petit peu différent. Ouais, exactement. Alors on va revenir un petit peu sur la course, sur les Français. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir fait les minima olympiques. Comment tu expliques cette densité qu'il y a en France, qu'il y a au final quasiment dans aucun autre pays? C'est compliqué à dire. Je pense qu'il y a une sorte d'émulation. Je pense qu'on voit des exemples de Français qui arrivent à performer à haut niveau et je pense que ça emmène tout le monde. Quand on voit que le record de France est tombé récemment, qu'on voit qu'un Français arrive à faire finaliste mondial, qu'un autre est dans le top 15 olympique, je pense que ça fait rêver beaucoup de monde. Et on se rend compte que c'est des athlètes qu'on côtoie, qu'on connaît depuis un moment, et on se dit, si eux y arrivent, peut-être pourquoi pas nous. Donc je pense que ça en motive beaucoup. Et après, plus on voit de gens pratiquer le marathon, battre le record, plus ça nous motive nous aussi. Donc je crois qu'on a juste une génération incroyable et qu'on a une chance inouïe d'avoir autant de passionnés de marathon à ce niveau-là en France. Et je pense qu'il faut profiter et puis et regarder jusqu'où ça va nous emmener dans les années à venir. Ouais, c'est sûr que le fait d'avoir autant de monde, forcément, ça aide à se surpasser, à se dépasser. Et puis même, peut-être qu'en stage, quand vous voyez, au final, ça vous motive aussi de courir ensemble un petit peu ou... Exactement, j'ai eu la chance de partager un stage de préparation à Budapest avec Hassan Chadi cet été. J'ai beaucoup appris en fait. À chaque fois qu'on s'entraîne les uns avec les autres, on apprend des petits trucs de l'un, de l'autre, on apprend à adapter son entraînement peut-être, on voit peut-être les erreurs qu'on fait et que
en regardant ce que font les autres. Et je pense que ça nous pousse. Voilà, j'ai partagé aussi des séances avec Félix Bourg à Font-Romeu il y a 2-3 semaines. Donc je pense que ça nous tire tous vers le haut. Et on a besoin d'avoir du contact les uns entre les autres pour pouvoir tirer cette discipline vers le haut, je pense. Plus il y a de cohésion, plus il y a d'échanges, plus je pense qu'on peut emmener le marathon français vers les sommets européens et pourquoi pas mondiaux. Et donc, on le disait, hein, vous êtes nombreux à avoir fait les minima. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, ta place pour les JO, elle est assurée avec le chrono que tu as fait? Non. Non, je n'ai que trop goûté à la déception, à la désillusion olympique pour déjà me croire au jeu. Donc je vais attendre la sélection officielle, je vais attendre d'avoir ma place assurée, de voir ma petite photo sur le site de la fédération pour commencer à savourer et sabrer le champagne. Pour le moment, je pense que j'ai fait un pas, mais je n'ai qu'un pied à Paris pour le moment, même si j'y habite. Voilà. Ce serait beau de le faire, hein, du coup. Exactement. Alors, sur ce marathon-là, on a vu que, outre la densité française, il y a une densité mondiale sur ce marathon qui est absolument incroyable. C'est pour ça que tu as aussi voulu courir ce marathon? Bien sûr. Et il y avait Kenenisa Sabekele, qui est ma légende absolue. Je me suis dit, si j'ai la chance de pouvoir partager sa course, et pourquoi pas peut-être de courir avec lui. Ah, évidemment. Non, mais quand on va à Valence, on sait qu'il va y avoir une start list de dingue, une densité folle, et des conditions météo, comme on voit aujourd'hui, un grand ciel bleu, pas trop de vent, et un parcours tout à fait plat. L'organisation est exceptionnelle. Là, on est sur des championnats du monde. Hein. Voilà. Il y a toutes les nationalités qui sont représentées. Tout le monde fait des chronos de folie. Et il y a des lièvres qui sont mis en place pour qu'on ait cherché nos performances. Donc voilà, Valence, c'est le top du top. On a vu qu'il y a quelques jours, il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui, il n'y en avait quasiment pas. C'était les conditions, comme tu dis, parfaites pour courir. C'est ça. Ouais. Alors après, le vent souffle dans la bonne direction ici pour la dernière ligne droite d'arrivée qui va d'ouest en est. Donc même le vent n'est pas le facteur le plus inquiétant, on va dire. Il n'est pas très dérangeant à Valence, surtout qu'on court beaucoup en ville, donc protégé un petit peu par les buildings. Mais effectivement, aujourd'hui, c'était vraiment des conditions optimales. Et au final, bon, on le disait, premier français, mais sur 4500 Français. Il y a quand même 4500 qui ont fait ce déplacement. Maintenant, tu le conseilles à tout le monde. Bah c'est ça, ouais. On est la deuxième nation la plus représentée derrière les Espagnols. Franchement, 4600 quelque chose français et 13 000 Espagnols. Et surtout, on voyait de la densité à tous les niveaux, quoi. Les Français sous les 2h15, on était sur un championnat de France quasiment. On aurait pu le délocaliser ici, hein. Donc, ouais, je le conseille à tout le monde, vraiment. Je pense que je connais pas les modalités d'attribution du statut de major marathon pour un marathon. Mais si Valence ne mérite pas ce statut, aucun marathon ne le mérite. Franchement, il est incroyable. Oui, parce que c'est vrai qu'on le rappelle, il n'a pas le statut de major à Valence et pourtant, encore une fois aujourd'hui, c'est le premier fait la 4e meilleure performance mondiale de tous les temps. L'année dernière, c'était un certain futur recordman du monde qui avait fait un super chrono. C'est à chaque fois, chaque année, c'est un contingent d'athlètes qui viennent de niveau incroyable. Je suis pas sûr que tous les majors aient la même start list et la même densité, les mêmes résultats. Donc voilà. Pour revenir un petit peu aussi maintenant sur un peu plus ta préparation à ce marathon, combien a duré au final ta préparation? Parce que tu nous disais que tu avais voulu au début éventuellement faire Berlin. Finalement, ça s'est délocalisé à Valence. Combien de temps elle a duré cette préparation au final? Alors là, c'est une préparation en plusieurs étapes. On peut dire qu'elle a duré 1 an parce qu'elle a commencé Valence l'année dernière avec la désillusion et le chrono qui n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et ensuite, j'ai commencé à construire ma saison sur l'année 2023 pour faire des temps de passage pour être bien et pour être performant à Valence. Donc je l'ai construite, on peut même dire que les 1500 mètres que j'ai fait étaient en préparation de Berlin, mais ensuite de Valence. Tout a été mis bout à bout pour arriver performant à cette période-là de l'année. Donc même les compétitions que j'ai pas cherché à avoir de pic de forme monstrueux, même si j'ai essayé d'être le plus performant possible à Budapest au championnat du monde, mais c'était pas l'objectif de l'année. L'objectif de l'année, c'est toujours été Valence, et tout ce que j'ai fait entre-temps a été mis en place pour être bon aujourd'hui. Donc après, le bloc plus spécifique, il a duré entre 12 et 15 semaines, mais c'est les 12 et 15 dernières semaines où j'ai vraiment fait les séances spécifiques marathon, mais voilà, la préparation a été beaucoup plus longue que ça.
Et tu parlais justement de Budapest. De base, tu n'étais pas dans la liste pour participer à Budapest. Finalement, tu as pris la place de Nicolas Navarro qui était blessé. Comment t'as géré ça au final, parce que c'était pas prévu? Comment tu as pu gérer le fait de courir un marathon qui n'était pas forcément prévu dans les plans? J'ai géré en urgence. Avec les fédérations, on s'est un petit peu tiré les cheveux pour savoir comment est-ce qu'on allait faire. Donc je crois que j'ai dû la prendre le jeudi ou le vendredi. Le lundi suivant, j'étais en direction de Font-Romeu pour faire un stage d'urgence et pour rejoindre Hassan Chadi. Donc oui, quand on l'apprend comme ça, déjà on se pose la question, est-ce qu'on est en mesure de le faire, parce qu'il restait que 5 semaines. Et ensuite, j'ai regardé les séances que j'avais fait précédemment, est-ce que j'avais fait un volume suffisant pour avoir une base foncière suffisante pour partir directement sur une préparation spécifique. On a calculé que c'était presque envisageable, donc on a tenté le coup, mais franchement, il y avait une chance sur 2 pour que ça foire. Mais bon. Au final, tu fais 2h11, si je dis pas de bêtises. 2h11 59, oui. Donc, très bien, 18e pour quelque chose qui n'a pas forcément été préparé comme ça devrait l'être. Tu étais satisfait de tout ça? J'étais très satisfait. Après, voilà, quand on a une opportunité de porter le maillot de l'équipe de France, ça se refuse difficilement quand même. Donc, je voulais faire honneur à la chance qu'on m'avait accordée. Donc, j'ai voulu montrer que même malgré mon statut de remplaçant, je pouvais être performant et je pouvais répondre présent sur les gros objectifs, aussi en préparation potentiellement des Jeux Olympiques. Donc voilà, quand la fédération me fait confiance, j'essaye de lui rendre. Donc j'étais très satisfait d'une 18e place, oui, même si on aurait espéré un petit top 16, mais voilà, on va pas chipoter. Au final, cette année, c'est 2 sélections en équipe de France senior, une en août et une en octobre. 3, c'était... Et la Coupe d'Europe du 10 000 mètres. Oui, avec la Coupe d'Europe, ouais, pardon. Donc 3, effectivement, sur 7 au total. C'était une bonne année. C'est une année parfaite, qui se conclut de la meilleure des manières possibles. Je pense que j'ai mérité mes vacances. Tu vas justement couper maintenant? Ouais, je pense, ouais. Je vais prendre le temps de digérer. Il faut pas prendre de décision tout de suite après un événement aussi heureux. Parce que là, je vais pas prendre de décision sur l'émotion, mais je vais prendre le temps de redescendre un petit peu en pression et puis réfléchir posément à savoir combien de temps je coupe, qu'est-ce que je vais préparer ensuite. Voilà, quelle orientation donner à ma saison après. Donc tu pourras pas dire forcément quand ce sera le prochain marathon, mais cet été, il y a les championnats d'Europe à Rome, il y a les JO. Tu as des objectifs par rapport à ça, l'un, l'autre, les deux Alors choisir, c'est renoncer. C'est ce que je dis souvent, et ça s'est vu dans ma saison. Je pense que j'ai pas choisi, j'ai tout fait. Là, si je peux tout faire, ce sera pareil. Je veux dire, Rome, je pense que ça se refuse difficilement aussi. Ouais, ça va être Surtout que niveau européen, j'ai envie de me placer parmi les leaders sur route. Donc, j'ai envie de montrer ma légitimité maintenant que j'ai un chrono en 2h05. Et pour aller chercher, on va pas se cacher, si je fais les championnats d'Europe, ce serait pour aller chercher une médaille. Pas sûr que je l'obtienne, mais en tout cas, je vais être dans le match pour. Donc sur semi-marathon, ce serait très intéressant. Après, à voir si je peux pas aussi faire un petit 10 000 pour voir ce que je vaux maintenant. Et ce sera dans la préparation, évidemment, pour Paris. Et Paris, si je me qualifie, si la fédération me fait confiance et me sélectionne, l'objectif sera évidemment une place de finaliste. Après, on va pas se leurrer. Dire que je vise une médaille, ce serait présomptueux, même si tout le monde ne parle que de la médaille olympique. Ah, tu vas faire une médaille. Non, je ne le crois pas, honnêtement. C'est compliqué de le dire. Pour 2h05, c'est un bon chrono, mais il faut le remettre en perspective. Les meilleurs mondiaux courent en 2h01 maintenant, et assez facilement. Donc, on va se préparer de la meilleure manière possible. Et puis, une place de finaliste serait déjà un bel objectif. Je pense que c'est rarement vu pour un Français. Après, au final, le parcours de Paris va être complètement différent, même aujourd'hui à Valence ou au parcours que tu as l'habitude de faire. Beaucoup plus de relances, des montées, des descentes. Ça va un petit peu rebattre quand même les cartes. Et ça va totalement changer la manière de se préparer aussi. Ça va rebattre les cartes, c'est sûr. Et c'est ce qui va désavantager les athlètes qui ont du mal à se qualifier, qui vont devoir attendre le dernier moment pour faire un marathon plat, parce qu'ils auront très peu de temps ensuite pour s'adapter musculairement pour le parcours que nous a concocté l'organisation cette fois-ci. Donc oui, donc c'est sûr que ça va rebattre les cartes, mais je pense pas que ça change beaucoup de choses pour les Kenyans qui ont l'habitude de s'entraîner sur des parcours similaires. Donc pour les Kenyans, ce sera un dimanche matin normal, mais pour nous, c'est sûr que ce sera un petit peu plus épicé. Voilà. Au final, on te reverra peut-être au Kenya pour préparer sur des parcours un petit peu moins plats. C'est ça, oui. Ouais. J'ai mes petites habitudes là-bas, donc pourquoi pas passer l'hiver au chaud. Alors, pour revenir au final un petit peu
en arrière sur ta carrière. Tu as commencé le marathon à seulement 23 ans. C'était en 2019. Quand tu as fait Valence, encore une fois, tu étais en 2h14. Tu vois l'évolution aujourd'hui de Mehdi Frère entre ton tout premier marathon et celui d'aujourd'hui? Ce que je vois surtout, c'est la même joie et la même émotion à l'arrivée. Je pense que si on fait un parallèle, je dois faire à peu près la même chose la fois où j'ai fini mon premier marathon. Parce que c'était l'objectif de ma vie, c'était ce que je m'étais fixé avant, mais dans les années avant le carbone, je m'étais dit si je cours un jour en moins de 2h15, c'est phénoménal, j'aurais réussi ma carrière et je pourrais arrêter en disant que je suis un marathonien en moins de 2h15. Et je l'ai fait du premier coup. Donc c'était déjà une émotion extrêmement forte que je n'oublierai jamais. On n'oublie jamais son premier marathon, je pense. Et là, quand je vois ce qui a été accompli depuis, je me dis que ce serait bête de se fixer des limites. En fait, je me rends compte qu'on n'a pas forcément de limites et que celles qu'on pensait inaccessibles, en fait, à force de travail et de persévérance, on finit par les dépasser très largement. Donc j'espère continuer comme ça encore longtemps. Ouais. Et la question est peut-être un petit peu bête, mais pourquoi le marathon? Parce que je suis nul aux 800 mètres. Non, parce que c'est la distance reine, vraiment. C'est celle à laquelle j'ai toujours pensé quand quand on parle d'olympisme et des Jeux olympiques en athlétisme. Pour moi, c'est la distance qui fait le plus rêver. C'est un combat d'homme à homme déjà contre ses adversaires, mais surtout contre soi-même. Et je pense que c'est la distance dans laquelle on se découvre en tant qu'athlète, en tant que personne, parce qu'on va chercher au plus profond de soi-même des ressources qu'on n'imaginait pas forcément avoir. Donc c'est la distance qui m'a toujours fait vraiment rêver, quoi, on va dire. Et on te voit aussi faire beaucoup de kilomètres en semaine. T'es quelqu'un qui aime plutôt les sorties longues, ce genre de choses, parce qu'on te voit souvent en faire. C'est quelque chose qui te plaît et c'est pour ça qu'il y avait aussi ce côté marathon. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup courir en général et je ne cours jamais sur tapis parce que je supporte pas d'être en intérieur. Donc je préfère les grands espaces, aller me promener, aller faire un tour dans le parc. Donc je pense que je suis tout à fait adapté pour faire du marathon. J'aime les sorties longues, j'aime me rentrer dedans sur des allures élevées, essayer de tenir le plus longtemps possible. Et j'aime l'idée de voir ce que j'ai dans le ventre quand ça fait mal, quand ça pique, quand les cuisses brûlent. Est-ce que je peux encore pousser? Donc ouais, je pense que j'étais destiné à faire du marathon. Voilà. Et on t'en parlait avant avec la semaine des 300 km. Aujourd'hui, ça, je pense que tu l'as mis de côté. C'est plus forcément dans les plans, la semaine à 300 km. Alors, je l'ai mis de côté, mais je crois que ça revient très fort à la mode avec le recordman du monde du marathon. Donc, je vais me repencher sur ce modèle d'entraînement pour voir s'il n'y a pas moyen d'y arriver avec un peu plus de préparation. Parce que visiblement, ça aide à faire 2 heures au marathon. Donc, pourquoi pas? J'étais précurseur, peut-être. Sur une prépa marathon, on en parlait avant, c'est 12 à 15 semaines sur la prépa aujourd'hui. Combien de kilomètres tu fais en général dans une semaine sur une prépa en moyenne? Moi, je pars sur une base de 200 km, à peu de choses près, plus ou moins. J'essaie de monter progressivement et en fait, quand je me sens bien, je commence à rajouter des kilomètres. Donc au début, je vais être à 170, 180, voilà, je vais monter jusqu'à 200. En général, je fais un plateau vers les 200 km. Et quand je vois que les jambes commencent à s'habituer, que ça commence à tourner relativement facilement, entre guillemets, je peux monter jusqu'à 240, 250 km. Et j'ai remarqué qu'au-dessus, je créais plus de fatigue que je ne trouvais de bénéfice. Donc je me limite en général à 230, 240, pas plus. Et une semaine type d'entraînement, ça va ressembler un petit peu à quoi chez toi? Alors, le lundi, en général, c'est footing. C'est ma journée un petit peu récup, en général, parce qu'il y a la grosse séance le dimanche. Donc lundi, c'est la journée un peu récup, ça peut être repos ou footing. Le mardi, ça va être une séance de VMA, VMA adapté au marathon. En gros, ça va être des parcours plutôt courts, mais répétés beaucoup de fois sur piste. Ça va être des 300, des 400, des 200, ce genre de choses. Je rajoute un footing l'après-midi. Le mercredi, ça va être en général ce que j'appelle le développement aérobie. Ça va être des parcours à ce qu'on appelle le SV1 sur des portions de 2-3 km pour un peu tamponner la séance de la veille et pour faire une séance qui est pas très engageante mais qui développe quand même la caisse doucement. Je rajoute un footing l'après-midi. Forcément. Forcément. Le jeudi, c'est selon l'envie. En général, ça va être un footing soit modéré, soit un petit peu actif et qui peut monter jusqu'à 25 km. Mais faut pas que ce soit un truc qui fatigue trop parce que la fin de semaine est en général corsée. Donc pas trop rapide non plus. Pas trop rapide non plus. Je me rentre pas dedans le jeudi en général. Si j'ai envie, je rajoute un footing l'après-midi.
Le vendredi, c'est une grosse séance en général, avec en général, c'est du développement seuil. Donc, c'est sur des allures semi-marathon, vers les 2,50 au kilomètre, avec des portions qui vont de 1 à 5 km, répétées plusieurs fois. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu des spé semi ou des spé 10 km. Ça tape un petit peu. Le samedi, c'est une autre journée un petit peu récup. Ça peut être footing, en gros. Et le dimanche, ça va être l'aspect marathon. Donc en gros, c'est soit une grosse sortie longue à allure régulière, soit avec des portions à allure un petit peu plus ciblée marathon, quoi. Ta plus longue sortie, elle va être sur à peu près combien de kilomètres? Parce qu'on sait qu'il y en a, ils vont rarement dépasser les 30, voire 35. D'autres vont des fois faire du 40-42 km. Toi, tu penses que tu es à peu près à quoi en plus longue? Il faudrait que je regarde, mais je pense que j'ai dû dépasser les 40 km cette année, au moins une ou deux fois. J'essaie justement de me rapprocher parce que je me suis demandé si c'était pas ça aussi qui me manquait les fois précédentes, où je montais pas suffisamment de fois aux alentours de ce kilométrage-là. Donc là, j'ai fait plusieurs sorties entre 37 et 40 km, je pense. Tu penses, est-ce qu'il te manquait justement de pas avoir, d'avoir eu on va dire la barre des 35 bornes qui te manquait J'avais l'impression d'avoir programmé mon corps à chaque fois pour tenir 35 km, pas plus. Donc là, je me suis dit, si à l'entraînement, je dépasse régulièrement cette marque-là, peut-être que déjà psychologiquement, ça va aussi débloquer quelque chose. Je veux dire, c'est une zone dans laquelle j'ai l'habitude d'aller au final. Donc j'ai l'impression que ça fonctionnait encore, donc je vais réitérer l'expérience. Tant mieux alors. Si maintenant tu dois choisir une séance, c'est quoi ta séance préférée? Je vais dire un bon gros tempo 20 km. Hein. Tempo entre 20, 25, voire même 30 km, ça c'est vraiment les séances. Tu te lèves le matin, tu te dis chouette, je vais aller et ça faire ça. Au carton. Voilà, un bon gros semi-marathon, 1h03 à l'entraînement, un truc comme ça. Ouais. Les trucs allure marathon et longue. C'est très très dur, mais j'ai eu l'occasion de le faire quelques fois, même au Kenya. Et c'est vraiment les séances, ça fait kiffer. Hein. On se rentre dedans et on retrouve des sensations qu'on a un petit peu sur un marathon, quoi. Et au final, du coup, celle que t'aimes le moins, j'imagine un peu plus court. Ouais, alors on va dire, franchement, non, les pires séances, c'est celles que j'ai fait pour faire du 1500 mètres avec des 200 à balles avec beaucoup de récup. Mais ça, c'est un enfer. Ou même des 80 mètres ou des 120 mètres. Mais c'est horrible. Vraiment, franchement, t'as peur de repartir à chaque fois sur chaque portion. C'est des sensations que j'ai jamais ressenties de ma vie. Et je vous comprends pas les coureurs de 1500, vraiment. Donc, tu étais content de repartir sur une prépa marathon. Ah ouais, quand même. Alors, en philosophie d'entraînement, toi, t'es plutôt quoi en termes de philosophie d'entraînement? Philosophie d'entraînement, je suis plutôt d'une approche très naturelle. J'aime pas les gadgets. Enfin, j'ai quand même une montre GPS et puis j'utilise les datas que cette montre-là me donne pour adapter aussi mon entraînement avec les applications comme Coros ou Strava. En revanche, j'ai pas de cardio. En gros, je travaille pas au cardio et je travaille pas avec le lactate ou ce genre de choses. Enfin, pour moi, tout ça, c'est du gadget. Et je me dis que il avait pas ça à son époque. C'est vraiment plus au feeling. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus au feeling. En fait, je me dis que mon cardio, je le sens. En fait, je le sens quand je dépasse la zone et que je travaille pas efficacement parce que j'y vais trop fort ou pas assez fort. Et pareil pour le lactate, hein. Je sens quand je suis lactique et je sens quand je suis pas. Et j'ai l'impression de sentir quand je suis dans les bonnes zones sur ce que j'ai fixé à l'entraînement. Donc et pareil pour le calibrage de l'entraînement, je donne à mon corps ce qu'il réclame. Si je sens que je suis trop fatigué et que j'ai trop enchaîné les entraînements durs, je vais lever le pied ou ralentir les allures ou réduire le kilométrage. Et à l'inverse, si je sens que je suis très très bien et que je sens que je peux en mettre un petit peu sans en faire trop, et je vais rajouter une série ou une séance ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est au final vraiment des discussions que tu as avec ton entraîneur aussi par rapport à tout ça ou... Oui, sauf que j'ai pas d'entraîneur. mais du coup... Justement, en parlant de ça, ça fait combien de temps maintenant, parce que avant tu avais un entraîneur, ça fait combien de temps maintenant que tu n'en as plus? C'est une bonne question. Depuis que... Je m'entraîne plus régulièrement avec le groupe de Fontainebleau. Après, je suis toujours en très bon terme avec Thierry Chauffin, que j'ai plaisir à voir à chaque fois que j'ai l'occasion de le croiser. Mais ça doit faire depuis, je vais pas dire de bêtises, 2017, 2018 peut-être. Ok, donc depuis que tu as commencé le marathon, tu t'entraînes vraiment seul à ce niveau-là. Alors avec des collègues d'entraînement, mais... Je sais ça, j'ai des collègues d'entraînement avec qui on échange sur l'entraînement et qui me conseillent aussi un petit peu, parfois quand j'ai tendance à en faire un peu trop. Il me demande de ralentir un petit peu parfois.
Et j'essaie de les écouter aussi, mais ouais, depuis 2017, je m'entraîne tout seul et je programme mon entraînement seul, même si j'ai de très bons conseillers. Et on trouve aussi maintenant une base de données monstrueuse sur Strava et sur Internet, donc j'arrive à calibrer un petit peu comme je le sens. Et c'est quoi? C'est toutes les semaines, tu vas essayer de faire un petit peu ton plan ou tu gères ça comment au final de gérer toi-même ton plan d'entraînement? Alors, en fait, j'ai une idée globale de ce que je veux faire pour les prochaines semaines et de l'orientation que j'ai envie de donner à mon entraînement. Donc je sais qu'à tel moment, je vais mettre un certain volume sur une séance de VMA. Je sais que je vais mettre une certaine intensité. Je sais qu'à un moment, il ne faut pas en faire trop parce que je mise plus sur la grosse séance de fin de semaine. Et en fait, j'ai pas de séance précise prévue par jour, ni un plan extrêmement précis. Mais j'ai des intentions en fait. J'ai une idée assez vague. Je sais que là, je vais mettre une VMA. Je sais que j'ai fait des 300 la semaine d'avant. Donc là, on peut augmenter, faire des 400, peut-être ou rajouter une série ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai une orientation globale. C'est surtout ça. Et tu pars aussi souvent en stage, notamment à Font-Romeu, que ce soit avec l'équipe de France ou même avec l'armée. Exactement. Là aussi, c'est des discussions que tu as avec les autres athlètes pour savoir un petit peu, vous mettre en accord sur ce que vous allez faire, etc. C'est ça. Je pense que tous ceux avec qui je m'entraîne pourront dire que je suis extrêmement flexible et que je m'adapte volontiers aux séances des autres. Et on discute très souvent entraînement tous ensemble. Et puis voilà, c'est grâce à ces stages aussi qu'on apprend à entraîner, à s'entraîner soi-même parce qu'on apprend des méthodes des autres et on s'inspire. Et donc c'est génial d'arriver en stage pour pouvoir partager des séances qu'on n'a pas l'habitude spécialement de faire, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc partager des séances avec des coureurs un peu plus courts, ça peut être intéressant pour développer un petit peu sa VMA. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire. Et la saison sur piste que tu as eue, avec du coup des séances beaucoup plus courtes, comment comment tu as géré, on va dire, ces entraînements-là, ce plan-là, vu qu'au final, tu n'es pas du tout dans ce monde-là, tu es plutôt dans l'optique de faire du plus long. Comment tu as géré ça? J'ai improvisé. Non, mais après, j'ai des amis qui font du 1500. Je m'entends très bien avec Asdinab, qui m'avait donné je crois que c'est sa copine qui m'avait donné quelques exemples de séances. Après, voilà, j'ai une idée globale de ce que fait un coureur de 1500 mètres, des qualités qu'il doit développer. Et j'ai une idée globale aussi de comment on s'y prend pour développer ce genre de qualité, même pour un coureur très lent comme moi. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai improvisé. Et puis j'ai vu ce qui fonctionnait, j'ai vu ce qui n'était pas spécialement utile sur moi. Les séances de vitesse vraiment extrêmes ne servent absolument à rien, par exemple, parce que j'ai même pas assez de vitesse pour me mettre lactique sur ce genre de truc. Donc voilà, j'ai essayé de développer des VMA un petit peu plus longues que ce que les coureurs de 1500 font, mais d'adapter un petit peu à mon profil. En tout cas, dans l'ensemble, on a vu que ça a porté ses fruits. C'était correct. Alors, est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour faire ce chrono? Je sais pas, en termes de récupération, de la cryo, de la presso. Est-ce que tu as mis des choses en place comme ça? J'ai des bottes de pressothérapie. Franchement, à l'utilisation, je recommande. J'ai l'impression que ça fonctionne très bien. En tout cas, pour moi, ça marche. Donc, c'est très, 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 très bien. Après, en soi, j'ai pas fait grand-chose de particulier. Vraiment, je fais pas de musculation. J'ai pas de diététicien. Je vais pas chez le kiné, sauf quand je suis en stage. Donc, c'est peut-être une chance aussi que j'ai passé 6 mois en stage à Font-Romeu parce que j'ai beaucoup testé de kiné là-bas. D'ailleurs, je passe un coucou à l'équipe médicale de Font-Romeu. Et ça, j'ai passé. Donc voilà, sinon, j'ai pas grand-chose en place de particulier. Surtout les bottes de presso, c'est pas mal. Donc, pas vraiment de régime alimentaire ou en termes d'alimentation, il y a rien de vraiment particulier pour toi? Non, juste la phase très spécifique de la semaine avant le marathon où je fais le régime dissocié. Sinon, je suis plutôt partisan de se faire plaisir parce qu'on fait un sport qui est quand même tellement difficile et on a une dépense calorique qui est tellement énorme qu'en fait, on peut se faire plaisir et manger ce qu'on aime tant qu'on apporte les nutriments nécessaires à son organisme. Donc, on mange assez de protéines, oligo-éléments, glucides, etc. On peut se faire plaisir, manger des pizzas, sushis ou des crêpes en goûter, quoi. Et la question un petit peu qui change en fonction de certains athlètes, ce matin, tu as pris quoi au final au petit-déj? J'ai pris un gâteau sport. Moi, j'ai toujours le même gâteau sport. Le classique. Le classique, parce que moi, je le prends au chocolat, parce que je me dis que c'est un petit réconfort déjà avant la course. Mon corps, je vais lui faire subir un truc infâme. Donc voilà, il a un petit peu le dernier repas du condamné, un petit gâteau au chocolat que j'aime bien.
Et la semaine, donc tu dis, tu as le régime dissocié. La veille, c'est, j'imagine, le plat de pâtes habituel. C'est ça, soit les pâtes, soit du riz avec de la viande blanche en général. Pendant le marathon, forcément, vous êtes plutôt sur tout ce qui est gel. Comment tu gères un petit peu tout ça? T'en utilises aussi beaucoup à l'entraînement ou pas du tout? C'est vraiment que pour la compétition? Oui, j'en utilise beaucoup à l'entraînement parce qu'il faut adapter son corps au taux de glucides que tu vas devoir lui faire ingérer pendant un effort comme un marathon. Plus tu arrives à ingérer de glucides et en utiliser, plus tu vas optimiser tes chances de ne pas taper le mur. Donc j'ai aussi, avec l'équipe médicale de Font-Romeu, j'avais évalué mon taux de dépenses glucidiques à l'effort. Donc sous l'œil de Pascal Chirac qui est à la fédération aussi. Donc on avait mis un protocole en place pour voir en gros quel dosage de gel je devais utiliser pendant un marathon. On avait fait ça avec aussi le staff de l'équipe de France pour Budapest. Et ce que je devais mettre dans ma gourde et à quel dosage. Donc c'était assez calibré là-dessus. Ouais. Donc c'est au final vraiment quelque chose d'ultra précis par rapport à tout ça. Là on essaie d'être précis parce que c'est des petits détails qui peuvent faire une énorme différence à l'arrivée. Et ces ravitaux, c'est donc, tu as aussi un petit peu de boisson ou ça reste vraiment que sur le gel? Ouais, moi j'ai de la boisson. En fait, pareil, je sais à peu près quelle dépense hydrique je vais avoir pendant mon marathon. On peut absolument pas compenser la perte qu'on va avoir. Bien sûr. Mais on va essayer de réduire au maximum les dégâts qu'on va faire à son organisme. Donc j'essaie de m'hydrater au maximum. J'ai dosé dans ma gourde, j'ai la quantité exacte que je dois boire et j'essaye de la vider au maximum. Et pareil, le gel, je sais que je dois en prendre tant, donc dans les temps, et je dois tous les manger normalement. Et t'as ça sur le marathon, on a parlé de la veille avec l'alimentation. Au niveau de l'entraînement aussi, la dernière semaine d'entraînement et le dernier entraînement avant le marathon, ça consiste à faire quoi? Alors, j'ai tendance à penser que quoi qu'on fasse la semaine avant le marathon, ça changera pas ce qui va se passer le week-end. Donc en fait, on peut faire ce qu'on a envie en soi. Un petit rappel d'allure léger le mardi, mais en général, quand on est en régime dissocié, c'est la séance la plus horrible de toute la préparation. Mais donc, c'est pas des trucs violents ni très longs. Voilà, on peut agrémenter avec quelques 30-30, des 1-1 dans la semaine pour faire tourner un petit peu les jambes et pour pas avoir l'impression de s'ennuyer. J'essaye de pas aller trop vite, j'essaie de pas aller vers les 17 km/h en footing, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je fais juste tourner les jambes en soi. Voilà, je dois arriver sur le marathon avec une centaine de kilomètres. Et du coup, hier, c'était quoi? Juste footing, quelques accès à l'après ou... Hier, exactement, c'est ça, ça a été footing, une petite heure avec dedans 6 accélérations, quoi. Voilà. Et maintenant, pour la suite de la saison, on en a parlé avant, évidemment, avec les championnats d'Europe et les Jeux. Tu vas peut-être couper un petit peu. Comment ça va se situer ensuite au niveau de la préparation, des entraînements, etc. Alors, pour être extrêmement honnête, j'avais pas du tout anticipé ça. En fait, j'avais mis toute mon énergie et toute ma préparation et puis franchement j'avais tout mis sur ce jour-là sur le marathon de Valence et je savais pas ce que j'allais faire le lendemain. Voilà, j'ai absolument rien anticipé, j'ai pas pris mes billets pour partir en stage, je savais pas quelle performance j'allais avoir et comment j'allais devoir m'organiser. Donc là je vais devoir y réfléchir en vrai. Je pense que je vais m'enfuir de France au moment où il va faire très froid en janvier-février pour partir dans des latitudes plus supportables. Sinon, à part ça, je sais pas quelle compétition je vais faire encore, ni quand exactement je vais aller en stage, ni où. Voilà. Bon, en tout cas, le repos sera bien mérité maintenant. Oui, profiter des fêtes maintenant. Alors, pour passer un petit peu au dernier sujet aussi, donc on en discutait au tout début, tu es donc athlète de haut niveau à la garde républicaine. Tu peux un petit peu expliquer un petit peu ça ou... Alors, je suis gendarme d'active, ce qui veut dire que j'occupe un emploi à temps plein normalement. Donc, j'ai pas signé de contrat en tant que sportif de haut niveau et je suis pas rentré en gendarmerie en tant que sportif de haut niveau. J'ai suivi le cursus de recrutement absolument normal que tout le monde peut passer s'il veut postuler en tant que gendarme. Donc, j'ai fait mon école, j'ai fait mes classes pendant plusieurs mois, 2 fois parce que à chaque fois pour un grade différent. Et donc maintenant, je suis arrivé à un poste auquel on m'a placé pour que je puisse adapter mes entraînements. Donc normalement, c'est pas un poste qui était prévu pour ça, mais c'est vu les résultats que j'ai obtenus en défendant les couleurs de la garde républicaine, parce que je fais partie de l'équipe cross, qui est aussi une structure un petit peu particulière.
Il a été décidé avec la hiérarchie que dans l'optique de Paris 2024, on allait me mettre dans un emploi où je pourrais allier mes entraînements et aussi rester en soutien de mon unité. Donc voilà. Donc aussi, il faut savoir qu'à la garde républicaine, on a du coup une structure qui est l'équipe cross de la garde républicaine, où on a les 8 meilleurs athlètes en course à pied de la garde qui ont un aménagement d'horaire où ils ont 2 jours par semaine qui sont détachés pour faire du sport, plus une compétition par mois le week-end qui est considérée comme temps de travail, donc en service. Donc ça aide beaucoup certains athlètes comme mon camarade d'entraînement Faustin Guigon à pouvoir s'entraîner presque comme un athlète professionnel, quoi. Et qui a couru aujourd'hui. Qui a couru aujourd'hui, ouais, ça s'est pas bien passé pour lui, le pauvre. Mais bon, je pense que l'essentiel était ailleurs. Je pense que, c'est de la performance que j'ai faite aujourd'hui, je lui dois aussi énormément. On a fait toute la préparation ensemble. Si j'ai pas de coach, c'est peut-être lui ce qui s'apparente le plus à un coach pour moi parce qu'il est là sur toutes les séances. Et puis quand il court pas avec moi, il m'aide à vélo. Donc voilà, c'est pas passé pour lui, mais en tout cas, le résultat que j'ai réussi à faire aujourd'hui, on l'a fait à 2. Donc là, pour le coup, c'est vraiment les deux qui ont réussi. En tout cas, toi, ton résultat, lui, est clairement dû aussi à... Ah ben, je pense sans lui, son implication. C'était impossible. Il m'a accompagné en stage, il m'aide sur toutes les séances, il me ralentit quand j'en fais trop à l'entraînement. Non, mais sans lui, je serais pas à ce niveau-là. Hein. C'est depuis que je l'ai rencontré, qu'on s'entraîne ensemble, que ça fonctionne. Ok, et justement... tu me parles de ton travail. Pour toi, c'est quelque chose que tu as besoin de ce mode de vie, de ne pas être, on va dire, que focus sur la course à pied, d'avoir aussi ce à côté. Je pense que c'est une pression en moins par rapport à d'autres athlètes. Je veux dire, moi, je peux me blesser demain, arrêter la course à pied, c'est pas grave, je fais le métier que j'avais envie de faire. Donc, en soi, j'ai une source de revenus stable. Je dépends pas de la course à pied, encore une fois. En plus, c'était, comme je le disais, c'était le métier de mes rêves. Donc, j'ai déjà un plan de reconversion après qui est tout fait. Donc, quand j'aurai envie d'arrêter la performance et la course à pied, je pourrais prendre un emploi à plein et puis faire le vrai travail de gendarme. Donc, c'est une chance énorme. Et justement, en parlant de ça, j'avais vu un article de toi d'il y a quelques années où tu disais que tu ne te voyais pas être sportif professionnel et de vivre de ça. Ça continuera comme ça, justement? Malheureusement, par la force des choses, finalement, je suis sportif professionnel et puis j'en vis également. Mais je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais je suis pas vraiment pour le sport professionnel en soi. Parce que je trouve que c'est ce qui a amené beaucoup de dérives, et dont le dopage. Donc je pense que ce qui a pourri l'athlétisme, c'est l'arrivée de l'argent et l'arrivée des contrats professionnels et le fait que la balance bénéfice-risque tende plus vers la triche que vers le sport sain. Donc voilà, donc je suis pas forcément pour le sport professionnel, mais je participe quand même à ce système et puis je vais pas m'en plaindre non plus. Hein. Je gagne ma vie très honorablement grâce à ça. Mais bon, je m'en serais passé aussi si j'avais pas été pro. En tout cas, tu vas continuer de faire ce que tu fais actuellement comme métier. Oui, je vais continuer à faire ce que je fais comme métier. Et puis après, néanmoins, même si je suis pas pour le sport professionnel, les performances, je les dois quand même à mon équipementier et au soutien qu'il m'octroie. Donc après, l'argent, c'était pas spécialement ma priorité, mais le facteur humain et puis le facteur aussi matériel. Ils me fournissent du matériel de la meilleure qualité possible. Ils sont toujours présents. Ils sont attentifs à la moindre des remarques ou la moindre des demandes. Et pour moi, c'est ce qui compte vraiment. C'est plus le fait d'être accompagné au quotidien qui peut pousser vers la performance, quoi. Et donc justement, on va parler du côté sponsor avec ton sponsor Adidas. Oui. Et du matériel. Pour toi, j'imagine, c'est aussi une chance d'avoir un sponsor comme ça, du coup, qui te permet d'avoir le matériel qu'il te faut pour t'entraîner dans de bonnes conditions. Oui, je pense que je peux dire que je suis un privilégié. J'ai une des plus grosses marques qui me fournit en matériel. Et puis, franchement, c'est absolument royal. Comme je disais, c'est une équipe qui est aussi extrêmement humaine. Et puis, c'est ce qui est pour moi presque le plus important. Donc, et qui me soutiennent maintenant depuis plusieurs années. Et puis j'espère que ça va encore continuer, hein, parce que le produit qu'ils ont sorti est quand même exceptionnel. En parlant de ça, on a un petit peu parlé au tout début. Ton ressenti maintenant par rapport à tout ça, vraiment exceptionnel comme chaussure, ou au final, tu disais tu veux la tester un peu plus à l'entraînement, mais là maintenant sur le ressenti de course, tu sentais, je sais pas, peut-être plus de bascule, le côté très léger, tu l'as ressenti tout ça? J'avais l'impression d'avoir une chaussette avec un amorti de dingue. Donc voilà, c'est ça, tu la sens pas au pied, mais quand tu poses le pied par terre, tu ne sens pas le bitume.
Ça rebondit bien, ça amortit bien. J'ai pas eu l'impression d'avoir des chocs. Et la répétition des chocs, ça peut aussi entraîner des troubles gastriques sur un marathon. Là, j'en ai absolument pas eu, jamais eu mal au ventre. Donc, je pense que la chaussure est aussi pour quelque chose. L'amorti est incroyable. Donc, je la recommande quand elle sera disponible pour le plus grand nombre. Ouais, pour l'instant, elle est en très petit nombre d'exemplaires, donc plus compliqué de l'avoir. Ouais, c'est pas parce que c'est ma marque que je vais être tendre avec eux. Là, je comprends pas la stratégie marketing, hein. Vraiment, là, je comprends pas ce qu'ils font. Franchement, c'est dommage d'avoir une chaussure comme ça et de pas pouvoir fournir déjà tous les athlètes élite Adidas, alors que c'est la période de qualification olympique. Je comprends pas, mais bon, c'est un produit extrêmement réussi, c'est incroyable et ça va être peut-être la meilleure chaussure de la décennie. Mais sortez-la, zut, quoi. On en a marre. On la veut. Justement, en parlant de ça, il y a même certains athlètes qui l'ont acheté eux-mêmes, la chaussure, parce que justement, le Adidas ne l'a pas transmise à tous les athlètes. Ça, c'est un modèle qui t'ont donné? Oui, bah encore une fois, j'ai une chance de fou. Alors, je les ai un peu harcelés aussi pour l'avoir, les pauvres. Mais moi aussi, je me suis mis sur le tirage au sort. Le prochain, là, j'espère avoir la chance de pouvoir les acheter. Mais ouais, c'est une galère même pour les athlètes sponsorisés de les avoir. Et puis c'est pas la faute de Adidas France par exemple, parce que même eux ont du mal à les obtenir. Donc personne ne comprend cette stratégie marketing. Mais voilà, ce produit est super, donnez-le nous, sortez-le. Et au niveau de l'usure, maintenant que tu l'as mise, tu penses que par rapport à une Adios Pro 3, c'est un modèle que tu peux mettre sur un certain nombre de kilomètres ou elle a vraiment une durée de vie très limitée? Alors c'est encore tout frais, j'ai pas eu le temps d'évaluer les dégâts et il faudrait que je la remette sur une compétition bientôt, mais je pense que la durée de vie est quand même plutôt réduite par rapport à une Pro 3. Alors les Pro 3, je sais pas quelle est la durée de vie qui est annoncée, mais en tout cas la Pro 3 va beaucoup plus loin que ce qui a dû être annoncé parce que moi j'en utilise des modèles qui sont complètement poncés mais qui ont encore un bon amorti. Celle-là, je pense que je pourrais pas l'utiliser sur des footings déjà. Oui. Et donc c'est un modèle vraiment pure compétition alors que la Pro 3 j'utilise pour tout faire en vrai. Donc ça c'est un modèle pure compétition et qui doit pas faire, je pense, je sais même pas si elle fait 2 marathons. On verra. Ok, donc vraiment on va dire quelques séances et un marathon. C'est ça, on fait quelques séances et un marathon. Alors moi j'ai fait 0 séance, j'ai fait un marathon et peut-être que je pourrais faire un 10 km ou un semi avec, quoi. Et en parlant de la Pro 3, tu parles de footing, c'est un modèle où on te voit la mettre quand même très régulièrement. C'est ton modèle favori au final maintenant? Je pense que moi c'est vraiment mon modèle phare. Franchement c'est un modèle qu'on peut utiliser quasiment pour tout. Son seul entre guillemets défaut c'est que quand il y a de la boue ça glisse. Donc voilà, mais après elles sont pas faites pour ça donc on peut pas leur en vouloir. Mais franchement je les mets pour tout, je les mets pour les footings, les séances, les VMA, les SP marathons. Elles sont juste incroyables. Et toi, maintenant qui as connu les 3 générations du Adios Pro, tu as une préférence entre les 3? Est-ce que quelqu'un m'a déjà vu faire un marathon avec les Pro 1 ou les Pro 2? Donc non. La 3. la 3 est la meilleure de toutes ces générations, avec la Evo là, qui arrive aussi. Et tu as aussi connu, on en a parlé là aussi il y a quelques minutes, on a parlé des chaussures non carbone. Oui. Aujourd'hui, tu te vois courir encore avec ce genre de chaussures ou c'est vraiment le carbone maintenant fait partie de ton quotidien et tu te vois mal repartir sur autre chose? Le carbone fait partie de mon quotidien et il en fait partie depuis le premier jour. J'ai toujours pensé que le carbone pouvait être un formidable outil. Alors, c'est toujours discutable sur le niveau dopage technologique et puis par rapport aux anciennes performances, c'est plus vraiment comparable. Mais oui, je pourrais plus jamais repasser à du sans carbone. Enfin, je me blesserais, je pense, à la première sortie longue. Là, ça préserve des blessures, ce qui nous permet d'avoir la charge d'entraînement qu'on a actuellement. Je pourrais pas faire 200 km par semaine si je mettais pas 80% du temps du carbone, je pense. Après, c'est adapté à mon profil. Je recommande pas de le faire pour tout le monde. Mais moi, je dois faire 150 ou 180 km dans la semaine avec du carbone au pied. Et je pense que si je le faisais pas, je me blesserais plus régulièrement. Ça a donc complètement changé ta façon de t'entraîner? Ça, c'est un outil de travail maintenant. Ça dirige ma façon de m'entraîner. Donc, s'il n'y avait pas des modèles de carbone performants aussi, parce qu'avec certains modèles précédents, c'était compliqué, je ne m'entraînerais pas comme je le ferais actuellement, c'est sûr.
Et est-ce que tu as aussi essayé pour du plus court, par exemple la Takumi ou ce genre de chaussures, ou pas du tout? Ouais, la Takumi, c'était mon modèle préféré sans carbone. Mais évidemment, on peut pas faire une sortie longue avec. La dernière est très très bien, mais après, c'est pas la chaussure que je mets régulièrement parce qu'il y a la Pro 3. Donc je me dis, ce que je peux faire en Takumi, je peux aussi le faire en Pro 3 avec un peu plus d'amorti. Mais après, je pense qu'elle peut correspondre à plein de gens pour faire des sorties un peu plus courtes qui pourraient être un peu plus dynamiques, quoi. Et aujourd'hui, ta rotation de chaussures, même si on l'a compris que 90% ça va être avec la Adios Pro 3, tu as un petit peu ta rotation de chaussures. Les 10% qui restent, ce sera avec quel modèle? J'aime beaucoup la Adistar, qui n'est pas appréciée par beaucoup de monde, je crois, mais, parce qu'elle est assez lourde, elle est assez pataude. Mais par contre, quand on va courir sur des cailloux, j'ai l'impression de rien sentir avec. Donc, par exemple, quand je vais au Kenya, je cours beaucoup en Adistar pour le confort qu'elle peut donner. Ensuite, rotation de chaussures, ça va être la Adios Pro 3. Pro 3 et juste le coloris qui change un petit peu. C'est ça. Alors, donc pour la compétition, on l'a compris, aujourd'hui, ça va se diriger plutôt vers la Evo 1. Oui, ouais. Ouais. Là, le premier essai était concluant, donc on va voir ce qu'elle valent maintenant sur 10 km ou quoi. Alors, on a fait un petit peu le tour des questions que je voulais te poser. Donc, le podcast touche à sa fin. Merci à toi déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec grand encore plaisir. Félicitations pour ce superbe chrono. Et est-ce que tu as un dernier petit mot avant de clôturer ce podcast que tu veux faire passer à nos auditeurs ou... Borné, c'est ce qui marche le plus facilement. Faites des kilomètres et voilà. Et vive Strava, vive la borne. Sans en faire non plus de trop. Non, voilà. Faites ce que votre corps vous demande. Très bien. Bah, merci à toi pour ta disponibilité. On te souhaite donc déjà une bonne récupération. Les jambes sont un petit peu lourdes, j'imagine, là maintenant quand même. Légèrement, oui. Profite de ces moments aussi après ce chrono. Et enfin, une bonne continuation pour la belle année qui va arriver avec de beaux objectifs qui sont en ligne de mire. Et nous, on se donne donc rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Call Room. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos podcasts. Et donc, merci à toi encore, Mehdi, et puis à bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.